En 1913, une nouvelle danse venue d'Argentine a séduit le monde entier. Jamais auparavant une danse n'avait été aussi sensuelle et aussi scandaleuse que le tango. Les vêtements cintrés et les corsets, trop étriqués pour faire la fête, disparaissaient des garde-robes. En découvrant leur corps, les Européens découvraient le plaisir. Les mariages de convenance cédaient la place aux mariages d'amour. On choisissait qui on épousait, ce que la génération des parents ou des grands-parents n'avait pas connu. On n'attendait plus du ciel qu'il nous procure enfin le bonheur, on se réalisait sur terre. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ce que se juraient les amoureux, une promesse si romantique. Jusqu'à l'été 1914. Paul, mon amour, je suis tout à toi. Je rêve si souvent de tes bras, de ton corps. Je nous vois ensemble. Rien ne nous résiste. Plus rien ne nous empêche d'être heureux. Quand ces rêves s'évanouissent, je me sens terriblement seule et remplie d'amertume. Quand allons-nous enfin nous retrouver? Oh Paul, mon Paul, j'aimerais tant te donner un avant-goût du paradis. Ach, Grete. Nous n'avions pas fait l'amour depuis si longtemps. Das Leben muss weitergehen. Trotz allem. Tout a été détruit. Mon existence de mère est désormais loin derrière moi. L'artiste berlinoise Käthe Kollwitz est une mère en deuil. En août 1914, elle a fait pression sur son mari pour qu'il laisse partir leur fils Peter à la guerre. À 18 ans, le jeune homme s'est fait tuer dans les Flandres 4 jours après avoir rejoint le front. De lui, il ne reste qu'une croix. Parmi les centaines de milliers plantés dans d'innombrables cimetières militaires à travers la Belgique et le nord de la France. Témoin muet de cette vaste boucherie. Le fardeau de tous ces morts pèse lourdement sur les vivants. Wenn du nur zornig wärst, mich hassen würdest, alles und nicht diese ständige, diese unmännliche Güte. Du hast dich selbst schon genug. Wir sind nicht besser geworden durch seinen Tod. Ich darf nicht dieselbe bleiben, ich darf nicht. Das bin ich unserem Peter schuldig. Du musst weiterleben. Das bist du schuldig. Manchmal vergesse ich, wie seine Augen aussahen, seine Lippen. Ich muss mich erinnern. Mon garçon tant aimé. Manchmal bist du nicht da. Parfois tu n'es pas là. Tu te tiens quelque part dans l'obscurité et ton regard me paraît presque hostile. C'est sûrement parce que je ne pense pas assez à toi. Mon cœur est rempli de larmes. Je ne suis qu'une mère abattue parmi un million d'autres. Je ne veux pas une croix de Victoria. Je veux mon fils. Je ne peux pas vivre sans mon mari. Chaque jour et chaque nuit, je prie pour que Dieu nous le ramène. Nous ne savons pas où aller. Si mon mari était là, il trouverait une solution. Je ne pensais pas pouvoir t'aimer encore plus qu'au temps où nous étions réunis, à présent que tu es si loin. C'est Dieu qui nous a séparés. Je suis la plus misérable du monde.
Morte en moi, je n'ai ni cœur, ni sentiment, ni foi, ni espoir. Je n'ai rien. Juste un vide terrible et glacial. Mon amour que j'avais donné pour la France, je me demandais comment mon cœur avait consenti à un tel arrachement. Maintenant, tout contact est fini. C'est le sacrifice. Mais les cœurs s'étreignent. Allez, fini de rêver. Sors de ton lit, il est déjà 6 heures. C'est bien beau de flémarder. Il y a du travail. Aujourd'hui, c'est jour de lessive, t'as oublié? Papa, si je lave cette chemise, j'effacerai son odeur. Papa! Marie Pirot, 24 ans, et Paul, son mari, souffrent terriblement de leur séparation. À peine marié, Paul a été mobilisé. Marie ne trouve de réconfort que dans les lettres que les jeunes époux s'écrivent chaque jour. Marie et Paul viennent d'un petit village de Dordogne. Les parents de Marie y possèdent une ferme et des terres qui subviennent tout juste aux besoins de la famille. Pendant l'été 1915, ce sont les femmes et les vieux qui travaillent au champ, tandis que les hommes combattent les Allemands dans le nord de la France. On ne s'est pas vu depuis 8 mois. 8 mois. Ça fait 241 jours. Je m'en vais retrouver Paul, il me l'a demandé. Une femme doit obéir à son mari, non? Tu veux aller au front? T'as donc perdu la tête? Et qui c'est qui va faire ton travail? Je veux tellement un enfant. Donc tu vis sous mon toit, c'est moi qui décide. Je me suis jamais sentie aussi déchirée, ni aussi en colère contre mon père. Il prétend que ce serait trop dangereux de partir là-bas. Quand je t'aurais donné un petit-fils, tu ne traiteras plus comme ça! Au nom de la froide logique de l'armée française, on sépare les couples pendant des mois. Aucune permission n'a été accordée aux soldats depuis le début de la guerre. Ils n'ont d'autre possibilité qu'un rendez-vous clandestin à l'arrière des lignes de front, ce qui leur est strictement interdit. Pour la plupart des hommes, tout ce qu'ils ont, c'est du désir inassouvi. L'armée craint que les femmes ne sapent le moral des troupes. Il faut que les soldats tournent exclusivement leur énergie virile vers la guerre. Toute transgression relève du tribunal militaire. Pour les généraux, rien ne doit distraire de leur objectif des hommes voués à combattre et à tuer. Mon cher Paul, tu écris que je ne veux pas te voir parce que tu es sale et plein de boue. Mais je peux t'assurer que ce n'est pas la saleté qui me retient de te prendre dans mes bras. Je m'en veux terriblement d'être si faible et de ne pas contredire mon vieux. Sans faire semblant de rien, je fais mes préparatifs tous les jours. Et aussitôt que mon père n'aura plus besoin de moi, j'irai donner de bonnes caresses à mon Paul bien-aimé. Mon garçon, je t'aimais tellement. Was hast du zu verantworten? Mourir pour la patrie, c'est si facile à dire. C'est une terrible tragédie, un triomphe de l'enfer qui se cache derrière le masque de ces mots. La seule grande expérience qu'apporte cette guerre, c'est la mort. Une mort absurde mais nécessaire. Une mort involontaire mais librement choisie. Mon fils, je tiens à honorer ta mémoire avec un monument. Je veux te dédier une œuvre qui incarne la mort de tous ces jeunes volontaires. Elle sera coulée dans du fer ou dans du bronze et résistera au temps. Pendant des siècles.
Au bout d'une année de guerre, la mort est omniprésente. Ces millions de victimes n'ont pas amené le moindre changement décisif dans la stratégie militaire. Au début du conflit, la propagande s'évertuait à présenter l'ennemi comme une bête inhumaine. Désormais, il faut donner un sens à la mort de nos hommes. Car pour les femmes qui les attendent, la perte d'un mari ou d'un fils est insoutenable. Mourir en héros devient un produit de masse. Ça me met hors de moi de ne pas être un homme. À quoi bon être un enfant lorsque c'est la guerre? Il faut être soldat. Je ferai un bon soldat. Ça, c'est mon avion, un albatros. Je suis le lieutenant von Jelinek et je vole de plus en plus haut. Je décris des cercles et je me fais attaquer par des avions ennemis. La plupart du temps, la victoire est pour moi. Mais il m'arrive de tellement vaciller que les bancs empilés s'écroulent sous les tirs. Elfriede Kohr est née en 1902 dans la province prussienne de Poznanie, à l'est de l'Allemagne. Depuis le début de la guerre, elle tient un journal intime. Son village natal, Schneidemühl, est un centre important de l'industrie de l'armement. Les usines Albatros y fabriquent chaque mois une centaine d'avions de chasse et de bombardiers. Depuis 1915, des officiers sont formés comme pilotes au sein d'un détachement d'aviateurs de réserve. Des jeunes gens qui deviennent les nouvelles idoles de cette guerre. Sie sind ja wirklich ein todesmutiger Flieger, mein Fräulein. Das ist doch kein Fräulein. Das ist der Herr Leutnant von Jelinek. Hitlerhoff, das ist peinlich. Ich bin Werner Waldecker und ich bin aus Bielefeld. Und ein echter Leutnant. Na, dann wollen wir mal. Ça m'a cloué le bec. Je ne savais pas quoi répondre. Je le regardais, ahuri. J'avais sûrement l'air complètement idiote. Ich fliege einen Albatros-Doppeldecker. Ich auch. Meiner heißt Flo. Dann sollten wir vielleicht mal ein wenig fachsimpeln. Was halten Sie von der Konditorei Fliegner? Ich habe aber kein Geld dafür. Das ist ein wahres Glück. Geld habe ich genug, aber Ihre Begleitung fehlt mir. Morgen Nachmittag? Meine Damen? Les millions de jeunes hommes sont mobilisés dans le monde entier. La guerre va leur apporter bien d'autres expériences que les combats. Les soldats voyagent de ville en ville, de pays en pays, de continent en continent, une mobilité qu'ils n'avaient jamais connue. Pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils échappent à la surveillance de leurs parents. Les supérieurs ont du mal à imposer leur autorité aux soldats, à leur faire accepter les règles et les interdits. Plus la guerre dure, plus les occasions de rencontrer des femmes et de créer de nouveaux liens se multiplient. Pour bien des femmes et des jeunes filles, il est plus facile que jamais de faire de nouvelles rencontres. Rien à voir avec l'avant-guerre. Wissen Sie, dass ich jetzt auch zu den großen Mädchen gehöre? Weil Sie einen Windbeutel essen? Nein, weil ich jetzt auch einen Leutnant habe. Alle großen Mädchen haben einen. Doch die meisten. Sehen Sie, wir werden in ein paar Wochen ohnehin alle tot sein. Also versuchen wir das Leben zu genießen. Verstehen Sie das? Ich zum Beispiel habe noch nie Schnaps getrunken. Schnaps habe ich schon gekostet. Würden Sie mit mir in den Himmel fliegen wollen? Eigentlich mag ich Pferde lieber als Flugzeuge. Pferde? Und auch lieber als Flieger?
Pferde sind die besseren Menschen. Sie sind das komischste Mädchen, das mir je über den Weg gelaufen ist. Also Sie sind mir über den Weg gelaufen. Und außerdem muss ich jetzt nach Hause. Schade. Wer stirbt schon Qui a envie de mourir? Da möchte man schnell noch etwas vom Leben On kosten. voudrait goûter à tous les plaisirs avant qu'il soit trop tard. Blaue Augen Il a und les yeux weißes bleus, blondes Haar. des cheveux blonds et Von soyeux. seiner Mutter hat er auch erzählt. Il m'a aussi parlé de sa mère. Schade. Les années d'avant-guerre avaient déjà fragilisé une certaine morale bourgeoise. La Grande Guerre accélère l'érosion des traditionnelles règles de bienséance. Le mariage est toujours considéré comme un sacrement, mais l'infidélité se banalise. De plus en plus d'enfants illégitimes viennent au monde. Les soldats se disent qu'ils peuvent être morts d'ici quelques jours, ce qui relativise les obligations de la morale bourgeoise. Les jeunes recrues sont prises de panique à l'idée de mourir sans avoir perdu leur pucelage. Mais quoi que se permettent les hommes envoyés au front, leurs femmes n'ont à attendre aucune tolérance. Si une épouse de soldat est prise en flagrant délit d'adultère, l'État lui supprime toute aide. En Angleterre, il y a même des patrouilles de femmes en uniforme pour veiller au maintien des convenances dans la rue ou les squares. Il faut empêcher le doute et la jalousie de miner les troupes au combat. Mais c'est peine perdue. J'espère que tu ne portes pas de pantalon à ton travail, ma bien-aimée. Je trouve cela tellement repoussant. Et tu sais ce que les hommes en pensent. Ne te montre jamais en pantalon, ou je te les arracherai. La photographie que tu m'as envoyée m'aurait fait encore plus plaisir si tes bras et ta nuque n'avaient pas été découverts. Dans ma famille, les femmes n'ont jamais suivi les libertés de la mode. La jalousie a envahi mon cœur. Je ne suis pas méfiant. Je suis jaloux de ceux qui profitent de ta présence. Tandis que moi, pour qui tout cela représente le bonheur, la vie, la joie, je suis tenu à l'écart. Quelle petite sotte es-tu pour oser badiner et danser dans un bar avec un étranger, 2 soirs de suite, pendant que moi je suis au front. Dans mon rêve, je t'ai vu avec un autre homme. C'était une vision insupportable. Ah, Marie, jure-moi que tu n'appartiendras jamais à un autre. Même s'il peut te donner plus que moi. Même si je devais mourir. Jamais. Même s'il peut te donner plus que moi, même si je devais mourir. Jamais. Même s'il peut te donner plus que moi. C'est quoi ça? J'ai pensé à ton voyage, moi aussi. Il te faudra au moins une semaine avant de le rejoindre, ton Paul. Une semaine à croiser des inconnus dans les hôtels, dans les trains, partout. Papa, je suis pas une putain. Eh ben, t'iras expliquer ça aux autres. Mais bon Dieu! Est-ce que t'as une idée de ce qui se passe là-dehors? Allez, donne-moi ça. Oh. Ach, Mädel, so ein wunderschönes Haar. Ob ich es vielleicht mal ganz offen sehen kann? Auf Wiedersehen. Évidemment, j'aurais tellement aimé que le lieutenant Waldecker m'embrasse. J'ai été idiote. Mon Dieu, tellement idiote. Je croyais que tu voulais apprendre. Tu me plais. Encore. Un petit peu tôt.
Pour Ernst Jünger, né en 1895, la guerre est une chance de faire quelque chose de sa vie. À 20 ans, il est déjà promu lieutenant. Les très lourdes pertes chez les officiers de métier expliquent cette promotion fulgurante. Jünger appartient à une génération de jeunes volontaires qui ont appris à tuer avant même d'avoir appris à faire l'amour. Toutes les 2 ou 3 semaines, les troupes prennent un peu de repos à l'arrière de la zone de combat. Dans ces villages occupés, il reste de nombreux Français. Avec l'occupant allemand, des relations compliquées se nouent, entre résistance et collaboration. Achtung! Hände hoch! C'est moi qui veux apprendre de toi. Par l'inverse. Parle avec moi. C'est mieux que de lire Rimbaud. Rimbaud. Ah, monsieur le lieutenant est bien cultivé, hein, même si c'est qu'un barbare d'allemand. Admets-le. Tu l'aimes trop, barbare. Non, je le déteste. Pierre! Tu vois bien qu'on s'amuse là! Et quand est-ce que papa rentre pour s'amuser aussi? Pierre. C'est un jeu étrange auquel nous jouons. Ça s'appelle la guerre. Peut-être que ton papa va me tuer. Peut-être que c'est moi qui veux le tuer. Mais à un moment, il n'arrivera rien. Alors j'espère que c'est mon père qui va te tuer! Pierre! Qui veux-tu davantage pleurer? Moi? Ou papa? Je pleure pas si facilement. Peu à peu, les Français restés chez eux et les occupants allemands apprennent à cohabiter. Les Allemands leur procurent du travail, de l'argent et espèrent un peu d'attention en échange. Les femmes seules et les soldats étrangers se retrouvent dans le désir d'échapper au moins quelques heures à la cruelle réalité de la guerre. Toute liaison entre une Française et un soldat allemand est totalement proscrite. Pour l'opinion française, la moindre relation avec l'ennemi est considérée comme une trahison. Pour les autorités allemandes, elle met en danger le moral des troupes. Soldbuch. Hoppla. Das muss ich wohl vergessen haben. Sie kennen die Dame schon länger, Herr Leutnant? Ne fais pas attention à ces imbéciles. Alors c'est ça les Allemands? Une bande de porcs, oui. Sie sollten vorsichtig mit diesen Weibern sein. In jeder Hinsicht. Je me réjouis à l'idée de notre prochaine leçon. Abführen. Croyez bien, chère madame, que nous n'allons pas vous oublier. Dans cette guerre, aucun homme n'a une espérance de vie aussi courte que les jeunes lieutenants. On leur impose de marcher au combat à la tête de leurs unités. Ils sont donc les premiers à mourir. Le temps d'une permission, ces jeunes officiers cherchent des compensations dans une frénésie de sexe et d'alcool. Durant leur congé, les officiers britanniques misent leurs soldes sur les courses de chevaux ou jouent au cricket à longueur de journée. Pendant leur fête, les officiers allemands boivent jusqu'à en perdre connaissance. Officiellement, ces pratiques sont interdites par les autorités. En réalité, tout est possible. Même les simples soldats s'accordent des distractions. Les cafés ont pour consigne de fermer tôt et de refuser les femmes à certaines heures. Mais les bars clandestins ignorent ces règles.
Ils survivent à toute tentative de les repérer et de les fermer, quelle que soit la volonté gouvernementale. Les permissions ne durent que 48 heures. Nous traînons dans les cabarets, dévisageons les femmes élégantes, leur faisons la cour. Il ne faut pas nous en vouloir. Qui sait si nous en aurons encore l'occasion. Un tas affamé et égoïste de corps de 20 ans condamnés à l'ennui et à la masturbation. J'ai appris à jouer aux échecs. Je vais bientôt m'abaisser à emprunter des revues pornographiques à mes camarades. À 5 heures, les cafés s'ouvrent. Les hommes des tranchées chantent leur rentrée dans la vie. Rauque, gonflé de 1000 rêves de luxure, la chanson, formidable, s'enfle et rugit comme un hymne de rut horrible. Dans un bistrot, une Française servait du café pendant que 2 jeunes femmes distribuaient des pilules, nous assurant qu'elles augmenteraient notre virilité. Notre colonel, qui était déjà grand-père, a été gourmand. Il en a pris 2. Les femmes n'avaient plus aucune inhibition. Le don charnel était un sacrifice naturel sur l'autel du patriotisme. On recevait ce sacrifice avec gratitude. Es passt gerade gar nicht. Ich bin mit Werner verabredet. Werner Waldecker ist abgestürzt. Ein Übungsflug. Tot? Ja, tot. Aujourd'hui, cela fait 1 an que nous avons sacrifié Peter. Notre jeune garçon est parti à la guerre dans une solennité presque sacrée. Le destin a voulu qu'il quitte ce monde en parfaite communion avec ses convictions. Une mort semblable à un coup de vent. Notre lourd fardeau est de continuer à vivre. J'essayais d'imaginer son visage, ses yeux brillants, son sourire jovial et moqueur, sa mèche blonde sous sa casquette d'officier. Tout cela était-il détruit, broyé, brisé en 2, ensanglanté? Son crâne était-il en pièces? Und ich hätte ihn heute geküsst, Gretel. Ich hätte es getan. Ja, das hättest du. Warum? Geht deine Arbeit voran? Aujourd'hui, j'ai commencé à sculpter sa tête, en pleurant. Die Skulptur. Je me sens vieillie, affaiblie. Comment vais-je trouver la force d'accomplir tout ce que je veux? Käthe. La douleur et la nostalgie dévorent toute mon énergie. J'ai besoin d'énergie pour travailler à l'effigie de Peter. Une fois que j'aurai fini, je veux mourir. Mais d'abord, je dois finir ce travail. Vor einem Jahr kam sein letzter Brief. Depuis 4 jours, je n'ai plus aucune nouvelle de toi. Moi, je t'écris tous les jours. Au lieu de rester silencieux, je préférerais que tu me dises ce qui te contrarie. Paul, mon aimé, ta mort serait la mienne. Jacques, tu as quelque chose pour moi? Rien aujourd'hui, Marie.
faut attendre demain pour voir si tu m'auras écrit. Quel calvaire. Si c'est la lettre dans laquelle je te dis que je ne peux pas venir te rejoindre qui t'a rendu si furieux. Essaie de me comprendre. Je suis trop faible pour faire ce voyage. C'est la pure vérité. Pour les millions de couples et de familles déchirées, s'écrire des lettres devient important comme jamais. Pendant la guerre, rien qu'en Allemagne, on achemine 28 milliards de cartes postales. Chaque jour, 4 millions de lettres sont expédiées au front, au nord de la France et en Belgique. Ce service est gratuit. Le courrier est distribué jusqu'à 11 fois par jour dans les grandes villes. Pour les soldats, la poste est le seul lien avec leur vie d'avant. Pour leur famille, les lettres du front sont le seul réconfort face au désespoir et à la solitude. Paul, mon aimé. Quelle déveine quand j'ai vu qu'il y avait encore rien aujourd'hui. Je suis perdue. Je me cache pour pleurer. Je suis à bout de force. Un de ces jours, tu regretteras ton silence. Dieu fasse que ce ne soit pas trop tard. On peut aussi mourir de tristesse. Avant-guerre, la loi rendait les femmes totalement dépendantes de leur mari. Tout leur était interdit. L'accès à un emploi de leur choix, à des activités politiques, ou même à l'argent qui leur appartenait. Désormais, elles doivent se débrouiller. Elles prennent la place des hommes dans les travaux les plus durs et portent à elles seules l'entière responsabilité de la famille. Le tout dans une solitude extrêmement pesante. Pendant la guerre, le nombre de suicides et de tentatives de suicide augmente de façon dramatique. Je peux rejoindre Paul maintenant ? J'ai acheté une rose. Les roses sont très chères. C'est tout l'argent que j'avais. Mais c'était bien la dernière chose que je pouvais faire pour Werner Waldecker. Je te demande, Seigneur, laisses-tu vraiment chaque soldat mort ressusciter? Je veux dire, que ce soit un Anglais, un Français, un Russe, un Zouave, un Turc ou même un Allemand. Кто такой, черт подери? Ну-ка, встать. Тебя что, не учили, как приветствовать старшего по званию? Солдат Юрлов. Точнее, Юрлова, ваше благородие. Значит, ты и есть та самая. Слыхал, как ты воскресла из мертвых. Чего ж до сих пор не дома? У меня нет дома, ваше благородие. Marina Yurlova a 15 ans. Enfant soldat, elle fait partie d'une unité de Cosaques dans le sud de la Russie. Au sud du Caucase, l'armée russe avance vers la forteresse turque d'Erzurum, réputée imprenable. Malgré les victoires militaires, la logistique de l'immense empire russe est en pleine faillite. L'approvisionnement en munitions est abondant, mais la nourriture pourrit pendant le transport. La faim et la maladie sont des adversaires bien plus redoutables que l'armée ottomane. À l'automne 1916, les troupes russes concentrées sur le front sud sont au bord de la mutinerie. Les officiers tentent de remonter le moral des soldats avec les moyens du bord.
Ваше благородие, вы позволите вернуться мне в мою часть? Нет, не позволю. Пока не позволю. Рядовой Юрлов. Юрлова. Генерал приставил тебя к награде. Георгиевскому кресту. Ваше благородие, но я же ничего... Ты одна из всей вашей части в живых осталась. Это уже достаточное основание. Завтра объявим об этом перед строем. Может, газетчики будут. И вот что, Марина, может, тебе надо привести себя в порядок, помыться. Приходи ко мне завтра в апартаменты. В 2. Priebke, ich hatte heute Morgen eine sehr unangenehme Empfindung. Ein entzündeter Mund und einige rote Flecken am Gaumen. Schau. Ich sehe nichts. Hat der Herr Leutnant es denn so wild getrieben? Ich dachte, es wäre so eine Art Liebe. Liebe oder Dummheit? Es kommt aufs Gleiche raus. Ach, Priebke, kennst du nicht jemanden, zu dem ich gehen könnte? Ich will nicht zu einem Feldarzt. Ich weiß, dass die anderen Herren Offiziere immer zu einem französischen Arzt gehen, irgendwo in der Etappe. Sehr diskret, sehr erfahren. Wird schon nicht sein. Untätig bin ich. Ma passivité ne me laisse d'autre choix que d'attendre l'arrivée d'une terrible maladie. Ist das das große S? Et si c'était le grand S? Malheur. Ce serait vraiment une mort pitoyable. Le grand S, tellement redouté de tous, c'est la syphilis. Les maladies vénériennes sont très répandues dans les tranchées. Dans certaines unités, un soldat sur 3 est atteint. Le nombre de soldats touchés affaiblit considérablement les effectifs. Les interdits et les campagnes de sensibilisation ne suffisent pas à résoudre le problème. Parallèlement à l'organisation de la tuerie, les autorités militaires commencent à se préoccuper de la sexualité des soldats. Le préservatif entre dans leur équipement standard, en plus des fusils, des grenades et des masques à gaz. La production en masse et la distribution de préservatifs devient une mission stratégique, au même titre que l'approvisionnement en munitions. Régulièrement, des préservatifs sont distribués aux soldats, et leur utilisation est ordonnée par leurs supérieurs. Le capitaine est sorti à cheval. Il m'a demandé de mettre de l'ordre dans son appartement et de prendre un bain. Je ne comprends pas son attitude. D'abord, il m'invite et ensuite il m'ignore complètement. C'est mon 3e bain depuis que je suis soldat. Mon cher Paul, ne te désole pas ainsi. Jamais l'idée d'un suicide ne m'est venue. Mais je crois quand même que le chagrin tuerait presque aussi vite. Pardonne mes lettres. J'étais si malheureuse que j'étais folle de désespoir. Presque 8 jours sans rien recevoir. Je suis si heureuse.
100 francs. Tu me les rembourseras au sou près. Et tu vas prendre ça aussi. Papa. Tu sais pas de quoi ces soldats sont capables. Crois-moi, je connais les hommes mieux que toi. Oui, mais je veux un enfant. Je t'ai trouvé ces trucs-là. Et tu vas les emporter. Si tu reviens malade, tu seras plus en état de travailler, ni de me rembourser. L'appartement du capitaine était sans dessus-dessous. Des mégots de cigarettes et des verres sales traînaient dans tous les coins. Le lit était défait. L'air empestait le tabac froid et l'alcool. Mais sur le piano, il y avait un superbe hareng bien gras. Je n'arrivais pas à détacher mes pensées de ce hareng. J'en avais tellement envie que ça me donnait le tournis. Я смотрю, ты тут у меня прибираешься. Молодчина. А скажи, ты всегда такая душечка? Я думаю, да, ваше благородие. Ses beaux yeux étaient devenus complètement vides. Comment pouvait-il sourire aussi bêtement ? De la salive a surgi aux commissures de ses lèvres et j'ai commencé à avoir peur. Je n'osais pas bouger. Что ты так стоишь? J'étais tétanisée par la peur. Что случилось, прелестное дитя? Я хочу селедку, ваше благородие. Ну, угощайся. Les règles et les interdits ne suffisent pas à contrôler la sexualité de millions de soldats. Il faut attendre la deuxième année de guerre pour que les autorités en prennent vraiment conscience. Elles décident alors d'ouvrir des maisons de passe officielles destinées aux troupes. Des milliers de filles de joie sont engagées par les autorités militaires, qui leur assurent l'hébergement et un suivi médical régulier. L'armée devient le plus grand proxénète de l'histoire. Mais ces maisons closes n'ont rien d'un lieu de volupté. Leur quotidien est rythmé par le flot incessant des compagnies de soldats. Les filles doivent veiller à les satisfaire dans le temps imparti. Les officiers ont leurs propres établissements, séparés de ceux des troupes. Les services médicaux doivent organiser l'ouverture de maisons de passe pour 3 catégories. Les officiers, les sous-officiers et les troupes. Les filles sont engagées et réparties selon des critères très précis, en fonction de leur qualité, de leur âge et de leur apparence. Les établissements avec une lumière bleue à l'entrée sont réservés aux officiers, et ceux avec une lumière rouge sont pour les simples soldats. Le tarif d'usage est de 15 francs pour 30 minutes. Il faut veiller à ce que les maladies se propagent le moins possible chez les filles. Elles doivent refuser catégoriquement aux soldats tout rapport sans protection. Il faut signaler que le quota initialement prévu, qui était de 10 clients par jour et par fille, peut très largement être dépassé. Il est recommandé d'utiliser le préservatif indéchirable M1415 de la marque Neo Salversant. Compte tenu d'une consommation excessive du produit cité, une utilisation parcimonieuse est désormais requise. Faute de quoi, cet article pourrait bientôt ne plus être disponible. Une visite au bordel coûte 4 centimes. 2 centimes sont pour la Croix-Rouge chargée de la responsabilité médicale et morale. Chaque matin, les filles sont examinées par un médecin militaire. Le lendemain de ta visite, ce caporal est venu me trouver pour me convoquer à l'examen médical de la Croix-Rouge. Les autorités voulaient savoir si toi, officiellement,
J'avais pu fréquenter une femme malade. Malade? Tu veux dire... J'ai refusé. Le type est revenu 3 fois. 3 fois, j'ai dit non. Mais demain, je dois me rendre à l'examen. Ils me mettent en prison. Na, das ist ja eine schöne Scheiße. Scheiße. Tu sais bien, mon petit amour. C'est bien que je te suis fidèle. Tu voulais apprendre. Ce sont les tétons. Bichon. Il est tard, Jeanne. Je ne voudrais pas qu'il me surprenne encore ici. Je te donne 10 millions de baisers. Le cœur plein de larmes. Ein Kuss genügt für heute. Je me suis regardée dans le miroir du capitaine, comme si je pouvais y lire une explication à son étrange comportement. Une nausée m'a envahie. Je ne suis pas une jeune fille, je suis un soldat. Tu veux plus de moi? Je te dégoûte. C'était si long, Paul. Si long. Je m'en sens toute ratatinée. C'est comme si t'attendre si longtemps, ça m'avait desséché. Ma chérie. T'as pas besoin d'avoir peur. Tu sens si bon. T'es si bonne, si douce. Un amour comme le nôtre peut jamais s'éteindre. Tu seras toujours pour moi la jeune fille qui a su faire vibrer mon cœur. Est-ce que cette affreuse guerre sera enfin finie? Ils ne me disent rien. Mais on pense tous que la paix sera pour Noël. Alors notre fils pourra grandir avec son père. Pour un fils, il faudrait peut-être se donner un peu plus de peine. Tu crois pas? Noël 1915 approche et la paix n'est toujours pas à l'ordre du jour. Les militaires considèrent l'année écoulée comme une année perdue. Aucune offensive majeure n'a été décisive, que ce soit en Galicie ou dans le Caucase, sur les rivages de Gallipoli ou dans les collines de l'Artois. Les généraux planifient déjà de nouvelles offensives pour l'année à venir, avec encore plus de canons, d'hommes et de pouvoirs de destruction qu'ils n'en ont jamais eu. Dès que la neige aura fondu, ils passeront à l'action. Tapis dans leurs tranchées, les soldats ne se doutent de rien. Ils continuent à rêver de leur retour à la maison. Et de paix. Même si je continuais sans répit, je n'arriverais pas à me rapprocher de lui, de mon Peter. Je le cherche, comme si je pouvais le trouver dans le travail. Tout ce que je fais est tellement puéril, insuffisant, insignifiant. Je n'en peux plus, je manque de force.
Je suis trop détruite, trop éplorée, trop affaiblie. Seul un génie y parviendrait, ou un homme. Moi, je n'y arrive pas. Encore? Oui, encore. Tu peux déjà commencer à nous construire un berceau, grand-papa? Wollen wir mal ein paar Franzosen töten gehen, was, Priebke? Besser dir als wir! Besser dir als wir! Besser dir als wir! Angriff!